D'accord, la dernière nouvelle, Trump a dit qu'il était prêt à mettre fin à la guerre sans rouvrir le détroit d'Ormuz. Quand j'ai vu ça pour la première fois, je n'y ai pas vraiment cru. Je me suis dit que c'était encore du blabla, tu vois. Mais d'après la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, il devrait faire une annonce ou quelque chose comme ça ce soir. Donc ça a l'air plutôt officiel. Qu'en penses-tu? Eh bien, tout d'abord, je ne le crois pas non plus. Je ne pense pas qu'il y ait la moindre vérité dans ce que Donald Trump raconte à propos, vous savez, de se retirer de la guerre avec l'Iran tout en gardant le contrôle du détroit d'Ormuz, en y faisant fonctionner son péage, comme de plus en plus de gens l'appellent. Je ne crois plus un mot de ce qu'il dit. C'est la première chose à dire. Ensuite, à propos de ses déclarations. Eh bien, encore une fois, j'y suis assez habitué depuis la guerre en Ukraine, parce que nous recevons, vous savez, un avertissement préalable indiquant que Trump va faire une grande annonce. Et autrefois, pour moi, ça signifiait que le président des États-Unis allait se rendre dans le bureau ovale, parler au peuple américain depuis le Resolute Desk, vous savez, en regardant la caméra, et il s'adresserait directement au peuple américain. Avec Trump, ce n'est jamais comme ça. Ce qui se passe, c'est qu'il organise une sorte de réunion. Il convoque les médias, et c'est le désordre habituel, un va-et-vient chaotique. Il dit toutes sortes de choses, certaines totalement insultantes, d'autres folles, d'autres encore complètement hors sujet. Et nous n'obtenons de lui aucune déclaration cohérente. Donc, franchement, je ne suis pas particulièrement impressionné, ni ne m'attends à une déclaration majeure de sa part. Mais ce qui est inquiétant, c'est que nous continuons à voir un renforcement militaire dans le Golfe Persique. Il envoie toujours plus d'avions là-bas, toujours plus de troupes, et poursuit encore d'autres déploiements militaires. Tout, à mon sens, indique clairement une escalade du conflit dans les prochaines semaines. Je pense qu'il continue à dire ce genre de choses parce qu'en même temps, c'est aussi quelqu'un qui se soucie beaucoup du marché boursier et des prix du pétrole. Il veut encore garder un certain contrôle sur ce plan-là. Donc, avec ses déclarations, j'imagine que c'est ce qu'il essaie de faire, non? Eh bien, je pense que c'est exactement ce qu'il essaye de faire, et je trouve cela complètement contraire à l'éthique. Je veux dire, il ment pour maintenir le marché boursier et les prix du pétrole à un niveau satisfaisant. C'est d'un culot absolu. Ce qui m'étonne, c'est que les personnes dont on s'attendrait à ce qu'elles soient dures, lucides, impitoyables, cyniques, les traders de ces marchés, veulent le croire. Alors, il sort des déclarations manifestement fausses, comme « je négocie avec les Iraniens » ou « il y a un nouveau gouvernement raisonnable en Iran avec lequel je traite ». Et ce qui se passe immédiatement, c'est que la bourse monte ou que le prix baisse, qu'il se laisse berner ainsi, encore et encore. Je trouve cela tout à fait extraordinaire. Et cela en dit long sur le genre de personnes qui dirigent réellement les marchés aujourd'hui. D'accord, regardons la Chine et le Pakistan. Le ministre pakistanais des Affaires étrangères est actuellement en visite en Chine et ils ont présenté une proposition en 5 points. Cessation immédiate des hostilités, ouverture rapide de pourparlers de paix, sécurité des cibles non militaires, sécurité des voies maritimes et primauté de la Charte des Nations Unies. Donc, ce n'est pas vraiment leur propre plan de paix. C'est essentiellement une déclaration commune disant « Vous, là, pouvez-vous arrêter et commencer à discuter ?» Oui, tout à fait. C'est tout à fait exact. Ce qu'ils veulent, c'est un accord dans lequel le conflit prendrait complètement fin et où les négociations commenceraient. Et remarquez, c'est très important, qu'il n'y a pas de liste d'exigences précisant sur quoi les parties devraient s'entendre lors des négociations. Cela a été une catastrophe. Je veux dire, nous avons des listes d'exigences aux États-Unis. L'Iran
doit abandonner l'enrichissement nucléaire, l'Iran doit renoncer aux missiles balistiques, l'Iran doit faire ceci, l'Iran doit faire cela. Rien de tel de la part des Chinois ou des Pakistanais. Et les Iraniens, bien sûr, parce qu'on leur a imposé ces listes d'exigences. Et les Américains se sont mis à faire la même chose. Toutes les bases américaines doivent être retirées du Moyen-Orient. Tout cela. Ce que disent les Chinois d'ailleurs, ce que disent les Pakistanais, ce que disent les Russes et ce que j'ai moi-même dit dans mes émissions, c'est qu'il faut écarter complètement l'idée d'une action militaire. C'est une approche totalement erronée. Cela a été un désastre absolu pour tous les pays concernés et pour l'économie mondiale. Il faut revenir aux principes fondamentaux et mener de véritables négociations de bonne foi, en s'appuyant sur les intérêts communs des parties et en travaillant à une solution. C'est exactement ce qu'un médiateur, un vrai, un authentique médiateur, est censé faire. Eh bien, je pense qu'il y a ici suffisamment d'intérêts communs des deux côtés pour trouver une solution de cette manière. Après tout, l'Iran affirme ne pas vouloir d'armes nucléaires. Les États-Unis affirment ne pas vouloir que l'Iran possède des armes nucléaires. Alors pourquoi sont-ils en guerre? Je veux dire, cela n'a absolument aucun sens. C'est logique. Cela a parfaitement du sens. Le problème, c'est que les signes ne vont pas s'arrêter. Et la raison pour laquelle ils ne vont pas s'arrêter est la suivante. Pour Trump, s'arrêter et laisser les Iraniens contrôler le détroit d'Ormuz est inconcevable. C'est impossible. Toute issue du conflit qui laisserait le gouvernement actuel de l'Iran en place sera perçue dans le monde entier comme une défaite pour Trump et pour les États-Unis. Voilà pour le premier point. Et du côté iranien, et je pense qu'ils ont ici de bien meilleurs arguments, ils ne font plus confiance aux États-Unis. Ils ne font pas confiance à Donald Trump. Ils disent, écoutez, si nous faisons tout cela, s'il y a un cessez-le-feu, que les Américains cessent le feu, que nous cessons le feu, que nous rouvrons le détroit d'Ormuz, comment savoir que dans un mois, lorsque les prix du pétrole se seront stabilisés, tout cela ne recommencera pas? C'est pourquoi la proposition sino-pakistanaise a parfaitement du sens. Il reste un travail énorme à accomplir. Les Chinois et les Pakistanais doivent commencer à parler aux deux parties. Le cadre peut être construit sur la base de cette proposition. Il faut fournir à l'Iran des garanties que cela ne reprendra pas. Et les États-Unis, pour leur part, doivent s'engager à arrêter les bombardements. Il y a eu une déclaration brillante, un éditorial, qui exposait tout cela d'ailleurs, dans le Global Times il y a quelques jours, présentant la situation et demandant « Qu'est-ce que cette déclaration du G7 qu'ils ont publiée, qui est absolument vide? Pourquoi ne disent-ils pas simplement « Arrêtez de bombarder » ? Pourquoi ne pas dire quelque chose d'aussi simple? N'est-ce pas ce qui doit se produire en premier et ensuite, nous pourrons avancer. Vous pouvez donc voir la direction que prend la Chine. Je trouve intéressant qu'ils essaient d'être aussi pragmatiques que possible, car il est question ici de la sécurité des cibles non militaires. Ils n'ont même pas parlé de la sécurité de tout le monde ou de tout en général. Ils ont précisé les cibles non militaires. Cela signifie que, en ce moment, je pense que l'Iran vise des sites militaires, même si, selon moi, ils laissent aussi entendre qu'ils vont commencer à s'intéresser aux sous-traitants. Des entreprises qui soutiennent l'armée américaine, comme les sociétés de haute technologie. Mais malgré tout, jusqu'à présent, il me semble que l'Iran s'est concentré sur les bases militaires. Ouais. Donc, cette proposition qui parle de sécurité des cibles non militaires revient en gros à dire « D'accord, ce que fait l'Iran est acceptable. Les États-Unis devraient arrêter de bombarder les hôpitaux et les écoles iraniennes. Vous savez, ils devraient cesser de faire cela.
Je pense qu'ils essaient très fort de rendre la situation aussi acceptable que possible pour les deux parties. Exactement. Eh bien, absolument. Mais encore une fois, nous avons un problème majeur. On peut imaginer un scénario dans lequel les Américains pourraient même accepter quelque chose de ce genre. Mais l'autre partie à cette guerre, Israël, ne le fera jamais. Et c'est là un problème fondamental. Israël a attaqué le champ gazier de South Pars il y a environ une semaine. Israël a attaqué les aciéries iraniennes. Israël a attaqué toutes sortes d'autres sites à travers l'Iran. Ils ont clairement indiqué qu'ils allaient continuer à mener ce type d'attaque. Et l'on a le sentiment que la politique israélienne est essentiellement une politique de la terre brûlée. Ils semblent très bien réussir à entraîner les Américains avec eux. Ainsi, avant-hier, nous avons assisté à cette attaque incroyable et terrible par le biais d'une publication sur les réseaux sociaux de Donald Trump, dans laquelle il a déclaré que, à moins que l'Iran ne capitule ou n'entame de sérieuses négociations, il allait détruire l'ensemble du système énergétique iranien. Il allait attaquer les champs gaziers. Il va attaquer les usines de dessalement, faire toutes ces choses. Ce que les Iraniens ont montré, c'est que s'ils sont confrontés à ce type d'offensive contre leurs infrastructures et leur économie, ils réagiront. Ainsi, après l'attaque israélienne contre le champ gazier de South Pars, ils ont attaqué les installations de GNL au Qatar. Et à moins que les États-Unis ne décident à la fois d'arrêter de faire cela et de convaincre leur allié israélien d'en faire autant, il est impossible de voir comment la situation pourrait évoluer autrement. Le garant, je pense, est vraiment un enjeu majeur. Je veux dire, qui peut garantir que les États-Unis et Israël ne violeront pas l'accord de paix qu'ils pourraient conclure, en supposant qu'ils y parviennent? C'est très incertain qu'ils puissent trouver quelque chose. Mais qui peut garantir qu'une fois l'accord de paix signé, le lendemain même, Israël n'assassinera pas un autre dirigeant iranien? Qui peut garantir cela? Eh bien, personne ne le peut. Je veux dire, c'est là le problème. Et c'est pourquoi cette guerre va être si difficile à résoudre. Les différends entre les parties peuvent être surmontés. J'ai déjà dit, vous savez, que l'Iran affirme ne pas vouloir d'armes nucléaires et que les États-Unis affirment ne pas vouloir que l'Iran en possède. Alors pourquoi y a-t-il même cette guerre? Ce qui a été détruit, c'est la confiance. Il n'y a plus de confiance, car les Iraniens croient que les États-Unis, et surtout Israël, veulent les détruire, et que toute négociation menée avec les Américains, avec les Israéliens en arrière-plan, est donc une négociation menée de mauvaise foi. Et comment combler cet écart? Eh bien, il existe toutes sortes de choses qui pourraient, en théorie, être faites. L'Iran est membre des BRICS. Il pourrait y avoir une forme de garantie de sécurité fournie par la Chine et la Russie. Je sais que cette idée a déjà circulé. Ces négociations seraient toutefois très difficiles. Les Iraniens eux-mêmes ont jusqu'à très récemment montré une réticence à accepter ce type de garantie. Elles n'ont jamais été proposées par la Chine, mais je sais qu'elles l'ont été par la Russie. Cependant, l'Iran a refusé, car il accorde une grande importance à son indépendance. Résoudre cette question va donc être très difficile. Oui, je veux dire, la Chine n'a rien dit. Je pense que, en partie, c'est parce que la Chine ne veut pas être le garant, car elle sait qu'on ne peut pas garantir ce genre de choses. Comment empêcher les assassinats, comme Israël, qui essaie d'assassiner davantage de dirigeants iraniens, ou les attentats terroristes ici et là? Je veux dire, tout le monde s'en fiche, c'est presque impossible à faire. C'est presque impossible, mais malgré tout, il est utile que la Chine dise ces choses.
Cette déclaration nous montre une voie vers la raison. Avant de pouvoir avoir la paix, nous devons atteindre la raison. En ce moment, nous ne l'avons pas, et c'est bien là le problème. D'accord. Une autre chose que je ne vois pas beaucoup rapportée dans les médias occidentaux, mais que la Chine a mentionné, c'est que l'Iran envisage, ou plutôt discute, une loi visant à officialiser les péages ou les frais pour les navires traversant le détroit d'Ormuz. Et c'est intéressant dans ce contexte. Ce n'est pas encore une loi, mais selon cette proposition, les navires des États-Unis, d'Israël et des pays participants aux sanctions contre l'Iran se verraient interdire le passage. Les membres de l'OTAN et les alliés des États-Unis comme le Japon et la Corée du Sud devraient payer des frais de 1,5 à 2 millions de dollars. Les autres nations dites neutres se verraient facturer entre 150 000 et 200 000 dollars américains. Les nations amies, y compris la Chine, la Russie, l'Inde et le Pakistan, bénéficieraient d'un passage gratuit. Le système accepterait le yuan chinois et il travaillerait avec Oman pour le mettre en place. C'est donc ce cadre dont je ne vois pas beaucoup de rapports en Occident. Je suppose que les États-Unis n'accepteraient jamais cela. C'est bien ça? Eh bien, bien sûr que non. Je veux dire, ils s'y opposeront farouchement. Et je vais dire ce que je pense personnellement. Je crois que cette idée vise probablement davantage à permettre aux Iraniens de se donner une carte à jouer lorsque les négociations finiront par commencer. Ce qui arrivera. Je veux dire, il y aura des négociations à un moment donné. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que ça soit légal du point de vue du droit maritime international, car le détroit d'Ormuz est, vous savez, une voie maritime reconnue. Et je pense qu'il est régi par le droit maritime international, qui n'autorise pas les pays à instaurer ce genre de restrictions sur le passage à travers celui-ci. Oui, parce que ce serait très important si ça devenait vraiment quelque chose de normalisé, non? Eh bien, cela transformerait le monde entier. Je veux dire, un pays qui serait très mécontent, je vais vous le dire, c'est la Russie. Parce que si les Iraniens parviennent à le faire dans le détroit d'Ormuz, les Turcs le feront avec les Dardanelles et les Danois le feront avec le Skagerrak. Une grande partie du commerce extérieur de la Russie passe par les mers Noires et Baltiques. Bien sûr, ils développent maintenant la route maritime du Nord à travers l'Arctique. Mais tout de même, Je pense que si cela devient vraiment quelque chose de normalisé et que tout le monde l'accepte, non seulement davantage de pays commenceront à se dire « Eh bien, pourquoi ne ferions-nous pas la même chose ?», mais l'ensemble du concept de liberté de navigation s'effondrera, n'est-ce pas? eh bien, absolument. Mais les Iraniens ici, qui sont loin d'être stupides, soit dit en passant, font un point très très simple. Ils disent « Comment peut-on parler de liberté de navigation lorsqu'il n'y a pas de liberté de commerce ?» Si les États-Unis imposent des restrictions commerciales à tout le monde, en appliquant sans cesse des sanctions et des tarifs partout, alors la liberté de navigation, à ce stade, commence déjà à ne plus avoir de sens. C'est donc, vous savez, un argument intellectuellement convaincant. Pour être honnête, je ne pense pas que la Chine serait satisfaite de cette proposition iranienne de contrôler l'accès par le détroit d'Ormuz, même si la Chine en est exemptée. Je veux dire, que se passerait-il par exemple si le détroit de Malacca était contrôlé de la même manière? Cela aurait des implications dangereuses sous tous les angles imaginables. C'est intéressant que tu en parles. C'est une préoccupation constante pour la Chine, le détroit de Malacca, n'est-ce pas? Donc, non seulement il pourrait imposer des frais s'il commençait à faire cela, mais il pourrait aussi le bloquer. D'accord, je veux dire, la Chine a développé des routes alternatives, tu sais,
et elle a plutôt bien réussi. Je pense qu'ils ont déjà quelques routes alternatives. Assuring. Oui, mais malgré tout, ce n'est pas quelque chose que la Chine veut voir se produire. Non, non. Je veux dire, c'est désormais le plus grand pays commerçant du monde. Il a largement dépassé les États-Unis. Il possède la plus grande flotte marchande du monde et exporte ses produits partout sur la planète. Je veux dire, il a un intérêt à la fois pour la liberté du commerce et pour la liberté de navigation. Bien plus que les États-Unis, qui prétendent protéger la liberté de navigation, mais en réalité ne le font jamais. En ce sens, je pense en fait que, du point de vue de la Chine, la liberté de navigation que les États-Unis défendent n'est pas en soi une mauvaise chose, n'est-ce pas? Nous devrions avoir la liberté de navigation. C'est juste que les États-Unis affirment qu'ils maintiennent la sécurité de toutes les voies maritimes, mais en réalité, ils se montrent très affirmatifs et parfois coercitifs. C'est complètement malhonnête. Les Américains disent qu'ils soutiennent la liberté de navigation. Mais c'est pas dit de bonne foi. Ça ne l'a jamais été. Ce que les États-Unis font réellement, c'est affirmer leur contrôle sur les voies maritimes mondiales, ce qui est une chose tout à fait différente. Bien sûr, ils n'en parlent pas de cette manière. Oh non, tout est liberté de navigation. Nous sommes là pour garantir que la navigation soit libre. Mais, comme le disent justement les Iraniens, si vous imposez des sanctions à tout le monde, saisissez des navires et faites toutes sortes de choses que les États-Unis font régulièrement, alors vous ne pouvez pas, en toute honnêteté, dire à tout le monde que vous êtes en faveur de la libre navigation. Évidemment, vous ne l'êtes pas. Tom a également publié cela sur son Truth Social, ce qui a aussi attiré beaucoup d'attention en Chine. Il dit que tous ces pays qui ne peuvent pas obtenir leur carburant pour avion, c'est un gros problème, le carburant pour avion. Maintenant, à cause du détroit d'Ormuz, comme le Royaume-Uni, qui a refusé de participer à la décapitation de l'Iran, j'ai une suggestion pour vous. Premièrement, achetez auprès des États-Unis, nous en avons en abondance. Deuxièmement, trouvez un peu de courage différé. Allez dans le détroit et prenez-le simplement. Vous allez devoir apprendre à vous battre par vous-même. Les États-Unis ne seront plus là pour vous aider, tout comme vous n'étiez pas là pour nous. L'Iran il est en fait décimé. Le plus dur est fait. Allez chercher votre propre pétrole. Alors, qu'en pensez-vous? Eh bien, c'est encore du grand n'importe quoi. Je veux dire, voilà Donald Trump qui dit « Regardez, j'ai créé cette catastrophe. Il y a une énorme pénurie de carburant d'aviation. J'ai tout cassé, mais c'est à vous de réparer. Moi, ça va. J'ai mon propre carburant d'aviation, ce qui est faux d'ailleurs. Absolument faux. Mais, vous savez, ne comptez pas sur moi. Je suis juste la personne qui a tout saccagé. Allez-y et débrouillez-vous pour tout arranger. C'est du Donald Trump tout craché. Mais bien sûr, la façon dont Donald Trump parle, et c'est important de le dire, ressemble beaucoup à la manière dont les Américains parlent en général. Ils n'emploient pas un langage aussi grossier. Mais les Américains partent toujours du principe qu'ils sont là pour faire le plus de dégâts possible. Et si eux-mêmes se retrouvent dans le pétrin, c'est aux autres de venir les en sortir. C'est Tucker, c'est ce genre de présupposé que the force. Dans mon émission, j'ai dit à mon public chinois que le meilleur livre géopolitique sur les États-Unis, c'est Gatsby le Magnifique. Parce qu'à la fin, il y a Tom et Daisy, ils sont très typiques, non? Ils provoquent un énorme désordre, puis ils disent « Nous sommes les bonnes personnes ». Les autres peuvent nettoyer le désordre, c'est leur problème. Nous sommes les bonnes personnes, nous essayons de faire le bien. Et si ça ne se passe pas comme prévu, eh bien, c'est comme ça. Et laissez les autres le nettoyer.
exactement. C'est brillant. Exactement. Je m'en souviens. Oui. Exactement. Tom et Daisy, vous savez, Gatsby le Magnifique. Absolument. Oui, absolument. C'est un auteur très typiquement américain. Tu sais, celui qui a écrit ce livre. Oui, donc il connaît les Américains. Oui. Oui, c'est brillant en fait. Oui, d'accord. Donc il y a autre chose qui se passe et qui devrait probablement attirer davantage d'attention. Il me semble que l'Europe essaie de se découpler des États-Unis dans le secteur financier. Ils ont lancé différents systèmes, l'un s'appelle Vero, l'autre Vera. C'est un peu confus, certes, mais ces systèmes sont clairement conçus pour contourner Mastercard et Visa. Ce sont des entreprises financières américaines. Donc l'Europe dit en gros, nous avons notre propre système de paiement financier et a déjà atteint cet objectif. Je crois que Vera vient tout juste d'être lancé en février. Vero s'adresse aux institutions pour les transactions entre elles, mais Vera est conçu pour les consommateurs. Néanmoins, ils disposent de ce système Vero. Je pense qu'ils ont combiné les systèmes de plusieurs pays. Ils comptent déjà environ 50 millions d'utilisateurs et leur objectif à court terme est d'atteindre 130 millions. Je pense qu'ils sont bien partis. Il est très clair que l'Europe cherche à se détacher des États-Unis dans le secteur financier. Qu'en penses-tu? Non, vous avez tout à fait raison. Je veux dire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce qui est incroyable, c'est que l'Europe, qui a été si loyale envers les États-Unis, a traversé toutes les catastrophes imaginables en suivant la politique américaine, et qu'elle commence enfin à comprendre que ce pays, les États-Unis, n'est pas son protecteur. C'est un prédateur et un perturbateur. On ne peut pas compter sur les systèmes de paiement américains. On ne peut pas compter sur Visa et Mastercard. On ne peut pas compter sur les Américains pour tout, comme on le faisait autrefois. Le concept même d'un Occident collectif est une voie à sens unique, où les Américains obtiennent tout et les Européens paient pour tout. Et si cela se produit aujourd'hui, dans une Europe dont la classe politique a été incroyablement réticente à ce type de réflexion jusqu'à présent, je veux dire, ils ont tout fait pour être aussi loyaux que possible envers les Américains. Alors cela montre bien que nous sommes à l'aube d'un changement immense. C'est quelque chose que je pense, les États-Unis, je veux dire, la domination américaine est avant tout militaire, puis financière, n'est-ce pas? Ensuite technologique, et puis culturelle. Mais je dirais que la culture va de pair avec le reste. Quand on ne domine plus dans les autres domaines, la culture finit par s'estomper. Néanmoins, je pense que la finance est une partie très importante de l'Empire américain, et que son allié le plus proche est en train de le saper en ce moment. Oui, la finance est la partie la plus importante de l'Empire américain. Je veux dire, dans le domaine manufacturier, la Chine est bien en avance. En matière de technologie, les Américains prétendent être en avance sur tout le monde, mais ce n'est pas vraiment le cas. La Chine est au moins aussi avancée. Même d'autres pays. Vous savez, la Russie n'est pas si loin derrière. Dans certains secteurs, elle est au moins à égalité. Les Américains n'ont pas une avance technologique énorme. La puissance militaire, eh bien, je pense que cette guerre démontre qu'il y a des limites à cela. Et nous voyons ces limites dans bien d'autres guerres également. Donc en matière de puissance militaire, ils n'ont pas non plus cet avantage écrasant. C'est la finance et la culture. Vous avez tout à fait raison. Je veux dire, la culture est un sous-produit de la puissance dure. Et pour les États-Unis, cela sera particulièrement transitoire, car ils n'ont pas la profondeur culturelle qu'a une société comme la Chine. Des milliers d'années de cela. En fin de compte, tout tourne autour de la finance. Nous n'avons pas, ou nous n'avons jamais eu, un système financier mondial tel que les gens l'imaginent.
Ce que nous avons eu, c'est un système financier américain que le monde entier, jusqu'à présent, utilise. La Chine a réussi à s'en affranchir avec succès, mais le reste du monde fonctionne encore à l'intérieur du système financier américain. C'est pourquoi nous utilisons Mastercard. C'est pourquoi nous utilisons Visa. SWIFT fait également partie de ce système, car il est fondé sur le dollar. Les systèmes bancaires sont tous construits autour du dollar. Si nous commençons à nous en éloigner, si nous cessons d'acheter des bons du Trésor comme nous le faisions, alors bien sûr, tout le système change et la puissance de l'Amérique, sa puissance mondiale, finit par disparaître. Et vous savez, c'est ce que l'Europe a fait. Mais aussi, je pense qu'en ce moment, l'Iran, avant même que ça ne devienne une loi, facture déjà des frais à de nombreux pays. Et ils utilisent le système de paiement chinois. C'est le cas. D'accord. Absolument. Tout cela constitue donc une crise majeure. Et plus elle s'étend, plus elle progresse, plus les Européens commencent à faire le lien entre les choses. Les mouvements en faveur des monnaies numériques, désormais encouragés dans un nombre croissant de pays, plus cela avance, plus la position des États-Unis devient fragile à l'échelle mondiale. La puissance militaire, les États-Unis en disposent encore énormément, mais elle n'est plus aussi grande, ni aussi dominante qu'autrefois. S'ils perdent le contrôle de la finance mondiale, alors franchement, la partie est perdue. Même l'espace informationnel, ils ne le contrôlent plus du tout au même degré qu'avant. Oui. Et puis, sur le plan culturel, on l'a déjà constaté. Par exemple, avec les Oscars de cette année. Je pense pas que beaucoup de gens y aient prêté attention. Avant, les Oscars, c'était un grand événement, non? Tout le monde se demandait alors qui a gagné cette année. On allait au cinéma pour voir ces films. Mais cette année, j'ai l'impression que personne n'y a vraiment fait attention. Même moi, je n'y avais pas prêté attention, ce qui est très... Non, je veux dire, j'étais pas... Jusqu'à ce que tu le mentionnes, je n'avais même pas réalisé que c'était arrivé, en fait. Tout à fait. Non, c'est tout à fait vrai. Oui, d'accord. La Grande-Bretagne. Nous avons parlé du fait que l'économie britannique va mal. Le dernier rapport vient de l'OCDE. Ils ont averti que la Grande-Bretagne serait plus durement touchée que le reste du G7. Pourquoi cela? Ils disent que c'est à cause du choc pétrolier au Moyen-Orient. Mais je pensais que la Grande-Bretagne avait elle-même beaucoup de pétrole, non? Eh bien, c'est vrai, mais nous ne gardons pas de réserves. Je veux dire, c'est là le problème fondamental. La Chine dispose de 6 mois de réserve. Nous avons 2 jours de réserve. C'est ce que nous pensions. Voilà la différence. Comprendre ou expliquer comment on en est arrivé là renvoie vraiment aux ensembles de politiques économiques que les Britanniques suivent depuis les années 1980. Je veux dire peut-être plus que dans tout autre pays, nous avons eu cette idée qu'il fallait suivre le marché, aller sur les marchés au comptant, y acheter du pétrole. Comme vous le dites à juste titre, nous étions un grand producteur de pétrole. Je veux dire, eh bien, nous produisons encore un peu de pétrole, mais bien moins qu'avant. Et nous importons du pétrole maintenant. Nous sommes un importateur net, alors qu'autrefois, nous étions un exportateur net. Donc vous savez, le fait que nous produisions notre propre pétrole signifiait que nous avions moins de raisons d'en stocker. Du moins, c'est ainsi que nous nous le présentions. Cela n'a de toute façon aucun sens logique, ni même vraiment commercial. Mais l'idée était la suivante. Vous exportez du pétrole, vous en gardez toujours une certaine quantité. Et si vous avez besoin d'en acheter davantage, vous l'achetez à bas prix sur les marchés au comptant. Vous adoptez une approche très très libre-échangiste, de type laisser-faire. Et c'est cette orthodoxie économique qui prévaut en Grande-Bretagne depuis les années 1980. Et en fait, depuis l'époque de Thatcher,
parce qu'on la considère souvent comme celle qui nous a menés là, ce qui est vrai, cela est devenu bien plus dogmatique. Je veux dire, elle était beaucoup plus souple. Je me souviens bien d'elle. Elle était bien plus pragmatique et bien plus flexible. Nous sommes devenus plus doctrinaires quant au fait d'être, vous savez, ceux qui vont exclusivement là où se trouve le marché, et que tenter de contrôler les prix, ou de constituer des réserves, ou de faire ce genre de choses, est une erreur, que cela ne peut mener qu'à de mauvais résultats. Et bien sûr, cela nous a maintenant laissés dans une situation désastreusement vulnérable, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Oui, Thatcher et Reagan. Pour les États-Unis, c'est Reagan, n'est-ce pas, qui a changé beaucoup de choses. À l'époque, ils étaient considérés comme de grands dirigeants ensemble. On le présentait comme étant bien plus efficace, car ça signifiait que l'on pouvait aller sur le marché et trouver où le pétrole était le moins cher. Du pétrole partout et des choses de ce genre. Et bien sûr, cela faisait appel aux instincts commerciaux des Britanniques, qui sont très forts. Je veux dire, on a tendance à considérer l'histoire économique britannique comme celle du pays qui a lancé la révolution industrielle. Mais le cœur économique de la Grande-Bretagne a toujours été la conclusion d'affaires. Nous sommes davantage des négociateurs que de véritables producteurs. Certes, il y avait les vies industrielles et les lieux où l'industrie se développait, mais l'énergie fondamentale de la Grande-Bretagne, là où les grandes fortunes se sont toujours faites, c'était dans la finance et le commerce. Et cela correspondait très fortement à ce type d'instinct en Grande-Bretagne. Et puis, la France, Macron, ils vont accueillir la réunion du G7 en juin cette année. Ce qui est intéressant avec Macron, c'est qu'il semble comprendre que le G7 à lui seul est désormais assez insignifiant. Il a donc essayé d'inviter d'autres participants. Il a d'abord invité l'Afrique du Sud, Ramaphosa, mais ensuite, sous la pression de Trump ou quelque chose comme ça, ils ont retiré cette invitation. Et puis, l'invitation à la Chine a essentiellement répondu « Nous ne sommes pas intéressés. Qu'en penses-tu » Eh bien, absolument. C'est un excellent exemple de dirigeants occidentaux. Macron, nous en avons souvent parlé, parmi tous les dirigeants de l'Occident, c'est peut-être le seul qui ait une compréhension intellectuelle des changements en cours dans le monde moderne. Mais il n'est jamais capable d'aller au bout ou d'agir en fonction de cette compréhension. Vous vous souvenez, il va en Chine, rencontre Xi Jinping, revient tout enthousiaste de tout ce que fait la Chine. Il dit que nous devrions en faire partie. Puis les Américains l'appellent, le rappellent à l'ordre, et il se met à imposer de nouvelles mesures contre les Chinois. Donc, il préside désormais le G7. Il comprend intellectuellement que le G7 n'est plus le groupe dominant qu'il était lorsqu'il a été créé dans les années 1970, en 1968 à Rambouillet en France par le président Giscard. Il comprend donc qu'il faut essayer d'y associer d'autres pays. Mais il ne se pose pas la bonne question, ou plutôt, il se la pose, mais il en tire la mauvaise réponse. Car oui, il essaye d'inviter les Sud-Africains et les Américains refusent. Il invite la Chine, mais il ne se demande pas pourquoi la Chine voudrait-elle venir. Pourquoi, au fond, la Chine voudrait-elle venir? Tout comme Trump le répète sans cesse, nous devrions faire revenir les Russes. Nous devrions faire en sorte que les Russes rejoignent. Et encore une fois, Trump ne se pose jamais la question. Pourquoi les Russes voudraient-ils venir? Les Russes disent toujours non. Les Chinois ont maintenant dit non. Ce que Macron devrait se demander, c'est à quoi sert réellement le G7? Que fait-il concrètement, étant donné que les pays qu'il compose ne sont plus les puissances économiques dominantes du monde actuel? Et c'est la question
qu'aucun dirigeant occidental ne veut jamais affronter. Car s'il le faisait, il comprendrait qu'un système complètement différent pour gérer l'économie mondiale aurait bien plus de sens. Et compte tenu de la position relative de la France, du Royaume-Uni, voire de l'Allemagne, on peut se demander si dans ce cas, ces pays en feraient même partie. Je veux dire, on pourrait soutenir que la Russie, l'Inde, voire le Brésil pourraient avoir un certain rôle à jouer. Mais les puissances dominantes aujourd'hui, sur le plan économique, ce sont les États-Unis et la Chine, pas du tout le G7. Certainement pas la France. Ce que décide la France ne va pas influencer le climat économique de la même manière que ce que font la Chine et les États-Unis. Bien sûr, si l'Union européenne parvenait à s'organiser correctement, ce serait différent. Mais ils n'en sont qu'à leur tout premier pas dans ce domaine, la restructuration de leur marché financier. Et nous en sommes encore très très loin. Oui, qu'est-il arrivé à la France? La France avait autrefois un dirigeant fort, De Gaulle, n'est-ce pas? C'est bien ça. Et maintenant, tu as quelqu'un qui... Je ne sais pas, je veux dire, si tu veux inviter l'Afrique du Sud, invite simplement l'Afrique du Sud. Pourquoi? Tu sais, si les États-Unis disent non, je comprends pas. Et ce n'est pas seulement lui. Je me souviens quand les États-Unis sont revenus, beaucoup de gens en parlaient. Des choses similaires se sont produites avec la France. Et rappelle-toi, c'est un allié des États-Unis. C'était sous Obama, quand GE essayait de prendre une partie d'une entreprise française. Alstom, je crois que l'entreprise s'appelle Alstom. Ils essayaient d'en prendre des morceaux et Alstom résistait. Alors, ils ont simplement arrêté des cadres dirigeants d'Alstom. C'est ce qu'Obama a fait. Et les Français n'ont rien fait à l'époque. Je crois que le président était Hollande ou quelqu'un comme ça. Ils n'ont rien dit, ils ont juste laissé faire. Qu'est-il arrivé à la France? Eh bien, je sais. Qu'est-il arrivé à la France? Beaucoup de gens en France se posent la question. Je veux dire, si l'on parle du général de Gaulle, il est juste au bord de ma mémoire. S'il avait décidé d'inviter Ramaphosa à une réunion à Paris, en France, et que les Américains avaient dit « Nous ne voulons vraiment pas de lui là-bas », de Gaulle aurait simplement répondu « Allez vous faire voir. Je suis le président de la France. C'est mon pays. J'invite dans mon pays qui je veux. » Eh bien, voilà. Mais ça fait si longtemps qu'on n'a pas vu un dirigeant européen, quel qu'il soit, réagir de cette manière. Je veux dire, je n'ai pas de réponse simple à cette question. Le dernier dirigeant français, à mon avis, qui avait une véritable indépendance, qui avait réellement une marge de manœuvre, c'était Jacques Chirac, qui a dit non au moment de la guerre en Irak en 2003. D'une certaine manière, bien que Chirac ait eu parfaitement raison de dire non à propos de la guerre en Irak, la classe politique européenne semble, depuis, avoir décidé que c'était une terrible erreur et qu'à partir de maintenant, il fallait être d'accord avec les Américains sur tout. Ce qui m'étonne. Je veux dire, je ne comprends vraiment pas cela, mais c'est là où nous en sommes. Alors, selon JP Morgan, selon leur évaluation, l'effet du choc pétrolier commencera en Asie, ce qui est probablement vrai, car au cours de la semaine dernière, la roupie indienne et le yen japonais se sont effondrés. D'accord. Et leur marché boursier, celui de la Corée du Sud et d'autres, semble en être affecté. Maintenant, je tiens à dire que tant en Inde qu'au Japon, les institutions financières américaines se précipitent pour vendre leurs devises à découvert. Il y a là aussi beaucoup de manipulation, mais malgré tout, JP Morgan affirme que l'Asie sera touchée en premier, l'Afrique début avril pour les effets réels, puis la mi-avril pour l'Europe et enfin la fin avril pour les États-Unis. Voilà l'ordre dans lequel ils disent que cela va se produire. Penses-tu que c'est ce qui va arriver?
Je pense que c'est tout à fait exact. Je pense que c'est exactement ce qui s'est passé. Nous avons eu une émission il y a environ une semaine, 10 jours, avec un homme nommé Ray Zucano, qui travaille sur les marchés. Et il a fait exactement la même remarque. Il a dit que l'Asie serait touchée en premier, puis qu'il y aurait progressivement un effet d'écho et qu'à terme, cela atteindrait l'Europe dans environ un mois, ce qui nous amènerait à la mi- ou fin avril. Le point qu'il a soulevé, c'est qu'une grande partie de cela repose sur les cargaisons. Un pétrolier met environ 2 mois pour atteindre l'Europe s'il transporte de grandes quantités de pétrole depuis le golfe Persique, sauf s'il passe par la mer Rouge. La plupart, ou du moins un grand nombre d'entre eux, contournent l'Afrique. Ainsi, beaucoup de ces cargaisons continuent d'arriver en Europe depuis des navires partis du golfe Persique avant le début du conflit. Le 28 février, les Européens reçoivent encore ce pétrole, mais évidemment, ça finira par diminuer et s'arrêter. Et à ce moment-là, c'est là que les véritables pénuries commenceront. Et je pense que une autre chose, c'est qu'on ne peut jamais sous-estimer les institutions financières américaines qui profitent de cela, n'est-ce pas? Elles vont aggraver la situation, la rendre pire, tu ne crois pas? Absolument. C'est exactement ce qu'ils vont faire. Parce que tu vas avoir toutes sortes de gens sur les marchés qui parient sur la hausse des prix, les récessions, ce genre de choses. La façon dont les marchés fonctionnent aujourd'hui, c'est qu'ils aggravent les situations. Ils rendent les récessions plus graves ou les périodes de boom encore plus intenses. Je veux dire, ils retirent l'équilibre du système. Je trouve toujours cela étrange en ce qui concerne les États-Unis. Je veux dire, une chose que les États-Unis viennent de faire, c'est d'autoriser le 15. C'est un type d'essence qui n'est normalement pas utilisé pendant l'été car il contient plus d'éthanol. Lorsqu'il brûle, il produit plus d'émissions, donc il est considéré comme moins respectueux de l'environnement. En été, il est généralement interdit. Mais maintenant, l'EPA dit « Non, vous pouvez continuer à l'utiliser en été », ce qui pourrait être un signe qu'ils s'attendent à une flambée des prix du pétrole. Ils offrent donc aux gens une sorte d'alternative, quelque chose comme ça. Mais les États-Unis ont beaucoup de pétrole. Je ne comprends pas vraiment. Cela ne devrait pas vraiment affecter le marché intérieur américain. Oui. Vous voyez, le pétrole aux États-Unis est très complexe, car le pays en importe également beaucoup. Les gens ne comprennent pas bien cela, mais les États-Unis produisent un pétrole plutôt lourd et importent du pétrole plus léger pour diluer le mélange. D'accord. Il y a donc des importations de pétrole. Et bien sûr, le pays en exporte aussi. Si nous commençons à constater des pénuries mondiales de pétrole, les États-Unis vont interdire les exportations de pétrole afin de s'assurer qu'il y en ait suffisamment sur le marché intérieur pour éviter que les exportations ne quittent le pays à la recherche de prix plus élevés. Si en Europe, on paye le pétrole beaucoup plus cher qu'aux États-Unis, les producteurs américains seront tentés de vendre leur pétrole en Europe plutôt qu'à domicile. Cela fera grimper les prix. Et comme les États-Unis doivent importer des pétroles plus légers, ils peuvent contourner ce problème grâce au raffinage, ce qui est coûteux. Mais je pense personnellement, et Reza Khan le pense aussi, qu'il est très probable que si nous commençons à entrer dans une crise mondiale de l'approvisionnement, les États-Unis suspendent leurs exportations de pétrole à l'automne. Ils l'ont déjà fait d'ailleurs. Ils l'ont fait à l'époque de Jimmy Carter. Et je n'ai absolument aucun doute que Donald Trump le ferait s'il le devait. D'ailleurs, certains estiment que cela est moins susceptible de se produire avec le GNL. Apparemment, les États-Unis ne produisent pas seulement assez de gaz naturel pour eux-mêmes, mais en ont même plus qu'assez pour en exporter,
Donc, ils n'auraient pas besoin d'arrêter les exportations de gaz naturel, de GNL. Je n'y crois pas. Je vais te le dire tout de suite. Je soupçonne que lorsque tu examineras les réalités du marché, tu constateras le contraire. Et je ne serais pas surpris que cet automne, ils interdisent également les exportations de GNL. Dans ce cas, la crise à laquelle l'Europe serait confrontée serait existentielle. Je veux dire, sans le GNL américain, l'Allemagne obtient désormais environ 90% de son gaz, 90% de son GNL, des États-Unis. Elle dépend désormais très fortement du GNL. Je ne sais pas ce qu'elle ferait dans une telle situation. L'Allemagne va recommencer à discuter avec la Russie au sujet de Nord Stream. Eh bien, certaines personnes parlent du fait que l'Allemagne fasse cela. L'AfD en parle. Ils disent aussi d'ailleurs que l'Allemagne devrait désormais demander à toutes les troupes américaines présentes en Allemagne de partir. Ouais, Mais le fait est que le gouvernement actuel ne parle évidemment pas de faire l'une ou l'autre de ces choses. Et encore une fois, c'est là qu'il me semble qu'il faut une explication. Parce que disons qu'il y a une énorme crise pétrolière en Europe, que nous sommes en février, qu'il n'y a plus de pétrole, que les prix s'envolent et qu'il y a du rationnement. Et qu'ils décident à ce moment-là d'aller voir les Russes pour leur dire « Pourrions-nous rouvrir Nord Stream, Yamal et tout le reste ?» Il faudrait des mois pour remettre tout cela en marche. Ce n'est pas si simple. Il faudrait d'abord savoir dans quel état se trouvent ces conduites. Je veux dire, les conduites se détériorent. Il y a toutes sortes de travaux à effectuer. Et puis, bien sûr, il y a le problème supplémentaire que la Russie n'a pas une production de gaz infinie. Vous savez, elle a désormais réaffecté une grande partie de ce gaz à d'autres usages, vers la Chine, mais aussi pour sa propre consommation intérieure. Donc si vous commenciez à en discuter avec les Russes maintenant, oui, vous pourriez peut-être faire quelque chose. Mais attendre le dernier moment, ce que nous risquons de faire, n'est pas la manière dont ces choses se gèrent. En Chine, ils le comprennent. En Europe, nous non. oui, la Chine est très douée pour planifier à l'avance, tu sais, depuis un certain temps déjà. Oui, je veux dire, regarde les véhicules électriques. Les véhicules électriques chinois se vendent maintenant partout. Ils battent record sur record. Mais le programme de plus de 20 ans. Oui, j'ai appris cela de toi d'ailleurs. J'ai fait des recherches à ce sujet. Tu as tout à fait raison. Et c'est exactement ça. Non, nous ne planifions pas à l'avance. Nous n'avons aucune idée de comment planifier à l'avance. Nous ne faisons tout simplement pas cela. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'en février, disons que c'est en février, nous n'aurons plus de pétrole, plus de gaz. Et les Russes diront, eh bien vous savez, je suis désolé, mais nous ne pouvons pas simplement rouvrir le robinet. Et alors, il y aura toutes sortes de gens qui écriront dans les journaux. Vous voyez, les Russes, on ne peut pas leur faire confiance. Ils ne sont finalement pas prêts à nous fournir du gaz. Cela prouve qu'ils nous détestent et veulent nous détruire. Donc, nous ne nous gouvernons plus intelligemment comme nous le faisions autrefois. Et en Chine, bien sûr, eux le font absolument. En ce qui concerne les véhicules électriques et toute cette question des énergies alternatives, ce n'est pas la Chine qui a lancé le mouvement. C'est l'Occident qui parlait d'environnement, n'est-ce pas? Qu'il fallait que ce soit durable, tout ce genre de choses. Et la Chine a écouté et s'est dit, en fait, c'est logique car la Chine aussi a besoin d'une économie énergétique durable. Très bien, voyons ce que nous pouvons faire. Donc la Chine a pris cela au sérieux. Tandis que l'Occident, à mon avis, lorsqu'il parle d'environnement, de durabilité et de tout cela, je ne pense pas qu'il l'ait jamais vraiment pris très au sérieux.
Non, ils n'étaient pas très sérieux à ce sujet. Ils n'étaient pas très sérieux. Il y a autre chose ici, et c'est très important à comprendre. Quand les Chinois ont vu que tout cela se mettait en place, les gens se tournant vers l'électrification et tout le reste, ils ont regardé cela et ont dit « D'accord, premièrement, nous pouvons le faire. Deuxièmement, nous devrions le faire. Nous devrions le faire pour des raisons environnementales, mais aussi parce que c'est une avancée technologique. Cela va faire passer la technologie à un niveau complètement différent. Et nous ne l'avons pas fait. Nous n'avons pas réfléchi de cette manière en Occident. Nous l'avons fait pour des raisons environnementales, dans certains cas, pour des raisons commerciales dans d'autres. Parce que les personnes aisées qui aiment voter pour les Verts dans les banlieues voulaient des voitures électriques comme une sorte de déclaration de vertu. Il y en a eu énormément en Grande-Bretagne d'ailleurs. On n'a donc jamais sérieusement envisagé de se demander comment l'énergie du futur allait être produite, à quoi ressemblerait l'économie de demain. Nous ne faisons tout simplement pas cela en Occident. Et en Chine, eux, l'ont fait. C'est pour cela qu'ils en sont là où ils en sont. Tout le reste s'emboîte. La Chine travaille sur les véhicules électriques, sur les métaux, sur les terres rares. Elle s'intéresse aux centrales nucléaires. Elle discute de barrages. Elle adopte une approche entièrement intégrée du développement économique, ce dont, bien sûr, nous ne sommes plus capables, ni même capables d'envisager en Occident. Et c'est là le problème fondamental. En Chine, il y a encore beaucoup de gens, et je m'inclus parmi eux, qui pensent que toute cette histoire d'énergie verte visait, au moins en partie, à freiner le développement des pays en développement. Je pense d'ailleurs qu'il y a une part de vérité là-dedans. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je m'en souviens très bien. Je veux dire, on en parlait ouvertement en lien avec la Chine. La Chine, voyez-vous, a ses industries à cheminer, produisant du charbon et tout cela, fondées sur le charbon. Alors, nous les forçons à acheter toute cette technologie très coûteuse que seuls nous serons capables de produire. Nous allons stopper entièrement leur développement. Et c'était une autre raison. Je pense que c'était à la fois du signalement de vertu et une démarche écologique. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je me souviens avoir lu des articles à ce sujet, vous savez, de toutes sortes de personnes. On voyait bien les textes orchestrés sur les terribles Chinois, sales, mauvais, destructeurs de l'écologie, et sur le fait qu'il ne fallait pas acheter leurs produits à cause des terribles coûts économiques qui y étaient associés. Je me souviens de tout cela. Mais comme je l'ai dit, les Chinois ont examiné ces technologies et ont dit « Écoutez, nous devons le faire pour toutes ces raisons. Mais si nous le faisons, cela portera notre économie à un tout autre niveau. » D'ailleurs, il n'y a pas que les Européens. Je veux parler d'un sujet plutôt triste, à savoir Cuba. Parce que l'une des choses que j'ai apprises très récemment à propos de Cuba, c'est qu'il y a quelques années, la Chine est arrivée et a dit « Écoutez, vous dépendez trop du pétrole. Vous êtes obsédés par la production de pétrole dans votre propre pays. Et c'est impossible parce que la géologie n'est pas favorable. Vous obtenez du pétrole du Venezuela. Laissez-nous travailler avec vous. Vous êtes un pays tropical. Vous avez du soleil toute l'année. Nous pouvons vous fournir des panneaux solaires. Nous pouvons vous fournir des batteries. Nous pouvons collaborer avec vous sur un programme durable d'électrification de votre pays. » Et les Cubains ont dit non, ce que je trouve incroyable. Ce qu'ils ont dit à la place, c'est « Nous allons nous concentrer sur le développement de notre industrie touristique, parce que c'est de là que viendra l'argent. » Eh bien, vous savez, la Chine a dit tout cela. Et le tourisme, bien sûr, vous rend au final plus dépendant de l'Occident. C'est le choix qu'ils ont fait.
Et maintenant, nous en voyons le résultat. Oui, et maintenant, tout le monde se prépite pour acheter des panneaux solaires. Donc les panneaux solaires sont désormais un autre argument de vente important. La Chine a en réalité acheminé par avion des panneaux solaires à Cuba au cours des dernières semaines. Mais vous savez, cela n'a pas été fait d'une manière qui... Enfin, ils ont un impact, mais on aurait pu aborder et réaliser cela d'une toute autre façon. Je suis bien au courant de tout cela. J'ai eu des discussions avec des personnes bien informées. Je sais à quel point les États-Unis étaient préoccupés par ces discussions entre les Cubains et les Chinois. C'est incroyable que les gens n'aient pas vu les opportunités qui s'y trouvaient. Eh bien, c'est pour cela que la Chine est si unique à bien des égards. Souvent, il est difficile de convaincre quelqu'un que quelque chose pourrait se produire, tu sais, juste au coin de la rue. Cela pourrait arriver, mais beaucoup de gens ne voient tout simplement pas aussi loin. Absolument, absolument. C'est tout à fait exact. Je veux dire, vous savez, Cuba est très satisfaite de sa relation avec le Venezuela, sans vraiment envisager ce qui pourrait se passer si cela devait un jour prendre fin. Les Japonais, je n'ai vu cela rapporté nulle part, mais la première ministre japonaise, Takeuchi, a apparemment essayé d'appeler Poutine, et Poutine n'a même pas décroché le téléphone. Elle voulait acheter du pétrole à la Russie. Elle a insisté pour imposer ce plafonnement des prix. Dans quel monde vit-elle? Oh, j'en ai entendu parler. Oui. Maintenant, tout s'explique, car j'ai soudain vu une véritable avalanche d'articles dans les médias russes affirmant que les Russes ne vendront pas de pétrole à aucun pays appliquant le plafonnement des prix. Je me demandais, de quoi s'agit-il exactement? Parce que ça n'a aucun sens. Ils n'ont pas mentionné le Japon, mais c'est clairement de ça qu'il s'agit. Eh bien, tout ce que je peux dire, c'est que ces gens ne vivent pas dans le monde réel. Je veux dire, à l'origine, je pense que Takaichi était très agressive, tu sais, une sorte de représentante d'extrême droite, mais maintenant, je la trouve tout simplement stupide. Tu ne trouves pas? Ouais. Oui, eh bien, je pense, enfin, pour être honnête, je vais le dire tout de suite, être d'extrême droite et agressif ne veut pas dire qu'on est intelligent. Je dirais même que pour ce qui est des intérêts du Japon, être agressif est en réalité franchement stupide. La politique intelligente pour le Japon serait d'améliorer ses relations avec la Chine, qui d'ailleurs, si je me souviens bien, n'était pas si mauvaise autrefois. Je veux dire, mon cuiseur a ri. Je l'ai acheté à une entreprise japonaise. Il est très bon d'ailleurs. Il est fabriqué en Chine. Voilà, c'est tout. Oui, je veux dire, quand je vois les chiffres, c'était, tu sais, quand elle aurait soi-disant essayé d'appeler Poutine, le prix du pétrole à ce moment-là était de $102 le baril. Je veux dire, le plafond des prix l'année dernière était de $60. Et récemment, avant que toute cette histoire ne commence au début de cette année, le Japon l'a même abaissé à $47,60. Si c'est le prix qu'elle demande, est-ce qu'elle réfléchit vraiment en le demandant? Franchement, à sa place, j'aurais trop honte pour oser demander. Eh bien, absolument oui. Ce que vous dites m'étonne, mais cela ne devrait pas vraiment. Nous voyons tant d'absurdités dans le monde aujourd'hui que vous savez... En parlant de stupidité, il y a eu récemment un autre événement qui a beaucoup attiré l'attention en Chine. Il s'agit d'une conférence appelée NeurIPS, la conférence sur les systèmes de traitement de l'information neuronale. C'est une conférence d'IA, assez renommée et prestigieuse, qui a lieu chaque année. Pour une raison ou une autre, ils ont soudainement décidé, sur leur site web,
qu'ils allaient se conformer à la liste des sanctions américaines. Ainsi, toute personne ou entreprise sanctionnée ne pourra pas soumettre d'articles ou quoi que ce soit d'autre. Eh bien, cela inclut de nombreuses entreprises d'IA en Chine, beaucoup d'entreprises technologiques comme Huawei, et le fait est que Huawei et plusieurs autres entreprises technologiques chinoises ont en réalité cette conférence sur l'IA, donc, bien sûr, la Chine l'a remarqué. Et puis, immédiatement, le gouvernement chinois a publié une annonce disant qu'à partir de maintenant, il ne parrainerait plus ce genre de conférence. Tu peux toujours t'y rendre par toi-même, mais le gouvernement ne paiera plus ton voyage. Non seulement cela, mais pour toute promotion ou autre, ton article présenté à cette conférence ne sera pas considéré comme prestigieux. Franchement, à quel point est-ce stupide, non? Ils se sont vite rendus compte que c'était vraiment idiot et ils ont publié, pas vraiment des excuses, sur leur compte X. C'était plutôt du genre « Expliquons, il y a eu un malentendu, tu vois, blablabla ». Mais c'était trop tard. Encore une fois, à quel point peuvent-ils être stupides? C'est une conférence sur l'IA. Ils pourraient simplement exclure la Chine. Qu'en penses-tu? À quoi pense-t-il? Non, je sais. Cette déférence envers les sanctions américaines est complètement stupide. Je veux dire, on le voit bien avec l'Inde et le désordre qu'elle a créé. Avec le pétrole russe, ils ont continué à en importer, même quand ils disaient le contraire. Mais ce qu'ils devaient faire, ce qu'ils auraient dû faire, c'était dire « Écoutez, nous n'allons pas nous conformer aux sanctions ou aux tarifs américains. Si les États-Unis veulent nous imposer de tels tarifs, c'est leur décision. Mais en aucun cas, nous ne laisserons notre politique économique être dictée par les États-Unis. » Et c'est ce qu'ils auraient dû faire. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Et maintenant, ils sont dans une très mauvaise posture d'ailleurs, parce que les Russes fournissent du pétrole à l'Inde. Mais il y a des problèmes. Certains transporteurs russes sont incertains et les livraisons de pétrole en provenance de Russie ont été réduites pendant l'hiver. Et maintenant, vous savez, ils doivent essayer de compenser le manque. Et vous savez, la confiance est érodée. Et les organisateurs de cette conférence ont été encore plus stupides. Encore plus stupides. Une conférence sur l'IA sans la Chine, qui est à la tête du monde en matière d'IA. Ils essayent de tout faire pour se rendre eux-mêmes insignifiants, à mon avis. Oui. Non, c'est intéressant que tu parles de l'Inde. Récemment, il y a eu un événement où 7 pétroliers se dirigeaient vers la Chine. Mais l'Inde a proposé un prix plus élevé. Et en plus, elle a pris en charge les pénalités. Donc ces 7 pétroliers sont allés en Inde, ce qui signifie qu'ils ont payé bien plus que s'ils n'avaient pas respecté les sanctions. Mais encore une fois, comme on en a déjà parlé, beaucoup de pays ne voient pas aussi loin, n'est-ce pas? Ils se concentrent toujours sur le court terme. Et je suppose que pour Modi, les États-Unis restent un marché très important. Donc, il a un peu cédé, je pense. Oh, il a bel et bien cédé. Je veux dire, il s'est comporté avec un total manque de respect de soi. Je pense que l'Inde a gravement terni sa réputation. C'est un homme étrange. Je veux dire, il est allé en Chine. Il a participé à toutes les célébrations là-bas. Tu te souviens cet été de cette fameuse photo de lui avec Xi Jinping et Poutine. Mais ensuite, c'est comme s'il avait eu peur et s'était dit « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Et il s'est en quelque sorte penché dans l'autre direction. En fin de compte, c'est ce qui m'explique pourquoi l'Inde, malgré toutes les impressionnantes statistiques de croissance qu'elle affiche, ne se développe pas vraiment. Je veux dire, l'écart entre l'Inde et la Chine est en réalité en train de se creuser. Il ne se réduit pas, il s'agrandit. Et l'Inde doit faire preuve de beaucoup plus de fermeté dans la manière dont elle mène ses affaires.
Je me souviens de l'époque où la Chine s'est ouverte dans les années 1970 et s'est développée dans les années 1980. C'était la période où l'on parlait de la montée silencieuse de la Chine et de tout cela. Mais la Chine n'a jamais vraiment été silencieuse. Elle a toujours été présente, toujours prête à défendre ses propres intérêts, et elle n'aurait jamais laissé les Américains lui dicter leur conduite de cette manière. Oui, mais c'est pas très facile de tenir tête aux États-Unis. Pourtant, je suppose que même si la Chine a donné l'exemple, beaucoup de gens pensent que, bon, ils ont les terres rares. Tu sais, les autres pays n'ont pas ce genre de pouvoir. Mais je pense que le Brésil aussi a tenu tête aux États-Unis, non? Donc le Brésil n'a pas la carte des terres rares, mais le Brésil, c'est plutôt du genre, peu importe, on fera ce qu'on pense être le mieux pour notre pays, non? Oui, la Chine a fourni non seulement l'exemple, mais aussi les précédents. Si la Chine en est là où elle est, c'est parce qu'elle a pris certaines décisions. L'une de ces décisions a été de se dire que si nous traitons avec les États-Unis, nous devons être prêts parfois à dire non. Et regardez l'Iran, n'est-ce pas? L'Iran a essayé de faire des compromis lors des négociations, et cela ne lui a mené nulle part. Les Russes disent la même chose d'eux-mêmes. Je veux dire, vous savez, c'est intéressant. C'est au cours des 10 dernières années qu'on commence à voir une sorte de changement en Russie, une montée en puissance de la Russie. Mais vous savez, ils y ont été contraints, parce que c'était sans cesse une concession après l'autre, une négociation après l'autre. Mon ami Glenn Diesen appelle cela la tactique du salami. Les Américains arrivent, prennent une tranche, puis reviennent en vouloir une autre, et encore une autre, et encore une autre. Nous leur avons toujours tout donné. Les Russes, finalement, lorsque la crise en Ukraine a éclaté, ont dit « assez, ça doit cesser ». Mais avant cela, je veux dire, c'est incroyable à entendre aujourd'hui, ils envisageaient même d'acheter leurs armes à la France et aux États-Unis, vous savez, de fermer leurs propres industries militaires. Je veux dire, au moins, ils en sont arrivés là, et au moins, il y a toujours eu une certaine opposition. Mais beaucoup trop de pays, restant fascinés par les États-Unis, ne l'a jamais été. À aucun moment, Bimaway, la libération. Et c'est un signe. Je pense que c'est en partie pour cette raison que l'Occident veut écarter Mao, parce que Mao a rendu la fierté au pays. Quoi qu'il en soit, il a commis toutes sortes d'erreurs. Mais il a fait une chose très très importante. Il a rendu la fierté au pays. Fierté et confiance. Le peuple chinois s'est désormais levé. Ce fut sa plus grande contribution à la Chine. Oui, je suis d'accord. Oui. Et cela semble vraiment, vraiment difficile. Je veux dire, même la Chine essayait d'être conciliante. Mais la Chine a ses limites. Je pense que quand les États-Unis ont enlevé Meng Wanzhou, ça a été un moment de réveil. C'est comme tu fais ça, tu enlèves la fille de quelqu'un parce qu'elle dirige une entreprise technologique. C'est juste que quand on fait quelque chose qui dépasse une limite morale reconnaissable, je pense que les dégâts vont bien plus loin que ce que les gens imaginent. Eh bien, tout à fait. Je veux dire, il y a une différence fondamentale entre négocier et faire preuve de raison et pratiquer l'apaisement. Oui, la Chine n'a jamais pratiqué l'apaisement. D'accord. Voyons ce qui va se passer ensuite. Il y a tellement de choses en suspens en ce moment. voyons, parlons-en la semaine prochaine. On reste en contact. Passe une excellente semaine. À la semaine prochaine. Salut.